Bonjour et bienvenue dans Chemin intérieur. Je suis Élodie Host, maître praticienne en hypnose ericksonienne et opératrice en hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi. Ce podcast est une invitation à explorer les multiples facettes de nous-mêmes, ces chemins intérieurs qui nous guident vers la compréhension, l'apaisement et la transformation. À travers des réflexions, des outils pratiques, des témoignages authentiques et des interviews de thérapeutes, je vous propose de découvrir les différentes parts de soi et les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Merci de me rejoindre dans cette aventure sur nos chemins intérieurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Duputier, une professionnelle au métier à la fois fascinant et encore méconnu, celui d'orthographothérapeute. À travers son travail, Nathalie aide ses clients à surmonter leurs difficultés avec l'orthographe, l'écriture et la lecture, mais aussi à retrouver confiance en eux grâce à une approche bienveillante et personnalisée. Dans cet épisode, nous allons plonger dans son univers, découvrir son parcours, ses motivations et les outils qu'elle utilise et propose pour transformer des obstacles en réussite. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cette conversation riche et unique avec Nathalie. Bienvenue Nathalie! Merci, bonjour Élodie. Alors, dis-moi, explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est que l'orthographothérapie ? Alors, c'est une approche qui traite de toutes les problématiques par rapport au domaine de l'écrit, que ce soit le geste d'écriture, soit parce que l'écriture n'est pas lisible, ou que le geste est très douloureux, ou que ce soit des difficultés en lecture, en orthographe, l'orthographe lexicale, des enfants par exemple, ou des adultes qui écrivent comme ils prononcent phonétiquement. Ou alors aussi l'orthographe, grammaire, conjugaison, typiquement les enfants qui connaissent les règles mais qui n'arrivent pas à les appliquer. Ok, donc en fait c'est plutôt quelque chose d'assez courant. Enfin, en tout cas moi au sein de ma propre famille, je peux te dire que mes enfants n'étaient pas à l'aise sur tous ces domaines. Tout à fait, mais après il y a différents degrés de difficulté et c'est vrai que quand ça pose problème au niveau des apprentissages parce que du coup ça bloque les enfants ou les adolescents sur d'autres matières transversales, du coup c'est bien de s'en occuper quand même. Bah oui, puis plus c'est pris tôt et plus c'est facile à intégrer pour l'enfant. Tout à fait, parce que en fait après, quand les habitudes sont construites, il faut passer tout un temps pour déconstruire des mécanismes erronés, pour en pouvoir les remplacer par d'autres mécanismes plus pertinents. Ok, et à partir de quel signe est-ce qu'on peut percevoir que potentiellement notre enfant il a une difficulté en ça ou ça? Parce que je pense que en tant que parent, on a tendance à dire bon bah voilà, il est un peu jeune encore, peut-être qu'il a fait une poussée de croissance, il peut pas tout faire en même temps. J'ai envie de dire à partir du moment où il y a un mal-être chez l'enfant, qu'il a plus envie d'aller à l'école ou qu'il plus envie de faire les devoirs, que ça devient compliqué, conflictuel, et où on sent une souffrance, une dévalorisation, un manque de confiance, là je pense que c'est bien de se poser, de se questionner. Ok, super. Voilà. Ok. Ça, je pense que ça en parlera à plus, ça parlera à plus d'un. Et comment t'en es arrivée à découvrir ce métier-là, toi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, j'étais enseignante pendant 29 ans, auprès de à peu près tous les niveaux, mais beaucoup en fin de carrière avec les enfants maternels. Et j'ai pu observer effectivement des difficultés récurrentes chez les enfants par rapport à tous ces apprentissages de l'écrit et comment les parents peuvent être démunis et aussi nous en tant qu'enseignants par rapport aux contraintes où c'est très difficile d'aider les enfants de façon individuelle quand on a un groupe classe à gérer. Et est-ce que tu as vu une évolution sur tout ce temps où tu as pratiqué en tant qu'institutrice, qu'enseignante, sur ce mal-être chez les enfants, les méthodes d'enseignement, écriture, lecture? Alors sur les méthodes, il y a eu diverses modes, parce que ça a toujours été le cas. Après sur les difficultés des enfants, effectivement, il y a beaucoup plus d'enfants actuellement qui sont en difficulté pour se poser par rapport aux apprentissages, qui ont des difficultés de concentration, d'attention, et aussi justement pour le geste d'écriture et l'entrée dans la lecture. D'accord, ok. Et est-ce que tu penses que ça c'est un facteur sociologique lié aux nouvelles technologies ou il y a autre chose? Est-ce que les décisions je sais pas si c'est le rectorat qui décide de ça, de l'académie sur les méthodes d'enseignement ont aussi un impact là-dessus?
Alors par rapport aux apprentissages, c'est sûr que les enfants de maintenant vivent plus du tout comme les enfants il y a quelques années, puisqu'ils sont beaucoup plus sédentaires, donc Oui. ça aide pas pour effectivement tout ce qui est développement corporel. Après par rapport aux méthodes, moi ce qui m'a vraiment fascinée dans cette approche de la méthode Capellodis, j'ai eu le révélateur parce qu'en fait ça part de l'envie spontanée de l'enfant qui, en petite section, ou même à la maternelle, l'enfant vient toujours voir les adultes pour dire comment on écrit telle ou telle chose. Et rarement, voire quasiment jamais, j'ai entendu des enfants venir vers moi en me disant « Maîtresse, comment ça se lit ce mot ?» etc. Et en fait, cette méthode, c'est ce principe, c'est qu'on va d'abord rentrer dans l'écrit, apprendre à coder, à écrire correctement au niveau de l'orthographe, et du coup, parce qu'on va savoir écrire, on saura forcément lire. C'est un peu le développement quand l'homme, au moment de la préhistoire, il a commencé à poser la trace écrite, et ensuite, parce qu'il a posé des traces, est venu le décodage et le moment de comment est-ce qu'on lit. Donc c'est cette phrase, en fait, cette interrogation de la bouche des enfants qui a pris tout son sens, en fait, que tu as pleinement entendu, ce besoin de pouvoir... comment j'écris, comment je représente ce que j'ai envie d'exprimer. C'est ça, parce qu'en fait, c'est tout à fait ça, c'est l'expression. L'enfant, quand il est petit, il cherche à s'exprimer. Et on s'exprime pas par la lecture. La lecture, on reçoit, on se nourrit, mais c'est pas l'expression. Donc en fait, les enfants, très vite, ils cherchent à écrire des mots. Oui, ils dessinent de prime abord, effectivement. Tout à fait. Et quand ils sont pas accompagnés, les enfants petits, ce qu'ils vont faire, ils ont tellement envie d'écrire, ils vont reproduire les lettres comme s'ils reproduisaient un dessin. Et c'est ce qui fait que, du coup, après, le geste graphique est compliqué parce que ils n'ont pas appris, effectivement. Ils reproduisent comme un dessin, mais pas comme une lettre avec un geste automatisé, voilà. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce qui a enclenché? Donc, il y a cette phrase qui te revenait en tête. À quel moment tu as décidé de franchir le cap? Parce que je pense que je me retrouvais plus dans l'éducation nationale, dans ma satisfaction à aider les enfants. Et au plaisir, enfin voilà, c'était pas possible. Au cabinet, je peux avoir une interaction avec les parents en individuel et vraiment dans un partenariat enfant-parent où je prends en compte tous les aspects. Dans une classe, c'est juste pas possible. Déjà, les parents sont pas là et à la maison, on peut aider l'enfant en classe, mais à la maison, on n'est pas là pour l'aider à faire les devoirs et on n'est pas là pour vraiment aussi aborder toute cette ce soutien de l'enfant, de sécurité, voilà, donc on n'a pas le temps. Ben oui, et c'est ce que j'allais te dire, ce qui est super, c'est un accompagnement personnalisé qui implique toute la famille. Tout à fait. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, et l'enfant, il doit se sentir tellement vu et entendu, que ça doit le galvaniser dans son apprentissage, c'est-à-dire tiens, papa, maman, ils ont appris des outils, comme moi j'ai appris des outils, quelque part ils repartent un petit peu tous avec, tout à fait, avec une base. En séance, en fait, le parent, il fait comme l'enfant, il apprend quelque chose de nouveau. Et du coup, ils sont à deux à réfléchir à comment est-ce qu'on entend, parce que le principe, c'est de partir vraiment du langage oral. Donc ça, les enfants, en principe, ils maîtrisent la syntaxe orale. Et on va apprendre à analyser le langage oral, et ensuite, on va coder chaque son de l'oral par l'écrit. Et donc... moi j'aime bien en fait quand je fais les séances penser à 3 mots, c'est la considération, parce que l'enfant il se sent reconnu dans ses difficultés mais sans jugement. La fierté, parce que quand il a fait des efforts, au moins il les a fait avec son parent et du coup ils sont fiers tous les deux en fait. Et la confiance, parce que quand il y a les progrès qui arrivent, du coup l'enfant, la meilleure réussite pour moi, c'est l'enfant qui revient en disant regarde, j'ai appris ou j'ai réussi à faire ça, quoi. Bah oui, j'imagine, ça doit être tellement satisfaisant pour tout le monde. Tout à fait, et quand le parent peut, même si il n'y a pas forcément tout de suite, parce que c'est un entraînement, c'est comme quand on fait du sport, si on veut courir le marathon, on ne va pas pouvoir y arriver en une semaine. Donc c'est sur le long terme, mais déjà quand la deuxième séance, le parent revient en disant il a retrouvé l'envie de faire les devoirs, l'envie d'apprendre, et déjà c'est gagné. Voilà. C'est formidable. Et dis-moi, quelles sont les problématiques les plus courantes que tu rencontres dans ce nouveau métier-là? Pour le moment, essentiellement des problématiques au niveau du geste graphique, avec des enfants pour qui c'est très fastidieux.
Donc on repart sur déjà vérifier la posture, la tenue du crayon, pourquoi est-ce que ça peut être difficile, et ensuite on va reprendre le trajet de chaque lettre pour bien expliquer le geste de façon à automatiser le geste. Au cabinet, je ne vais pas donner de modèle écrit, et du coup l'enfant il va pouvoir avoir le geste automatisé. Quand il va vouloir faire un A ou une lettre précise, il va plus avoir besoin de chercher comment on fait le trajet. Ça va venir d'emblée tout seul. Et du coup, ça lui diminue sa charge mentale et il peut se concentrer à ce moment-là sur l'orthographe, sur... voilà. Et on repasse si besoin, beaucoup par le corps. S'il y a aussi, il peut y avoir des blocages qui sont liés à des réflexes qu'on appelle des réflexes archaïques, qui sont des réflexes normaux au cours du développement de l'enfant, mais qui normalement doivent disparaître pour pouvoir laisser d'autres réflexes émerger. Et quand ils n'ont pas disparu, ça peut justement créer des difficultés de coordination, d'attention, de concentration, ou des mouvements qui ne sont pas volontaires. Donc voilà, quand il y a des besoins, que l'enfant a du mal à progresser malgré au fil des séances, on regarde s'il y a besoin d'un travail corporel pour appuyer. Parce que j'allais te poser la question, pourquoi à ton avis il y a ce problème graphique ? Alors parce que malheureusement dans l'éducation nationale on n'est pas forcément formé justement pour apprendre aux enfants à bien former leurs lettres, et comme je disais, quand l'enfant il a envie d'écrire et qu'il est autonome tout seul, que ce soit à l'école ou à la maison, il va chercher tous les moyens de le faire. Donc quand il reproduit un dessin, il ne peut pas connaître le bon trajet pour avoir une écriture fluide et puis apprendre à attacher les lettres les unes avec les autres. Dans le sens qui pour nous est une évidence aujourd'hui, mais effectivement si tu regardes un gaucher, un droitier qui écrit, ou des fois tu es surpris de voir quelqu'un qui va faire un chiffre à l'envers, bon, pour toi c'est à l'envers mais pour lui c'est à l'endroit. C'est ça, tout à fait, voilà. Donc ça, il faut le réexpliquer, et ça, les enfants, en fait, très vite, ils adhèrent parce qu'ils ont une méthode toujours la même, et du coup, ils ont une vraie explication de comment on fait Et puis, il y a toutes les difficultés de repérage aussi, sur les lignes, sur les interlignes, les grosseurs des lettres. Donc, on voit tout ça. C'est vrai qu'en tant que parent, c'est pas évident de se mettre toujours au niveau de l'enfant. Parce qu'encore une fois, comme je disais, ça devient une évidence. On a tellement, nous, pratiqué. Moi, j'ai le souvenir d'avoir... fait des lignes et des lignes de lettres, d'apprendre ça. Et que du coup, quand nos enfants ont du mal à faire ça, c'est assez surprenant et on a un peu du mal à réaliser, à déstructurer pour comprendre à partir de quoi il faut recommencer. Donc, comme tu disais, là, ne serait-ce que les lignes, ces espèces de partitions dans lesquelles on va venir inscrire les lettres en suivant... Tout à fait, il y a des formes aussi qui sont... On redécompose avec un vocabulaire qu'on explique à l'enfant, et pour pouvoir lui expliquer le trajet de la lettre, et toute cette décomposition du geste, une fois qu'il est automatisé pour nous les adultes, c'est très compliqué justement de le décortiquer pour le mettre à la portée des enfants. Alors que toi, ça, tu maîtrises. C'est ça. Et du coup, ces fameux réflexes archaïques qui peuvent être obstacles justement à cette déconstruction et cette réappropriation, quand tu détectes qu'il y a des difficultés, tu dis qu'il faut passer par le corporel. Est-ce que ça arrive souvent ? Est-ce que il y a une cause ? Est-ce qu'il y a un pourquoi, ça ? Alors comme je disais, aussi l'enfant il est fait dans le développement normal pour bouger et bouger, donc les enfants ils grimpent plus aux arbres maintenant, ils jouent presque plus dehors, donc tout ça fait que le corps il n'a pas pu intégrer certaines choses, et ce qui fait que maintenant les enfants ils vont avoir besoin de reprendre, de marcher, les enfants qui n'ont pas fait de quatre pattes, ils n'ont pas forcément bien pu se coordonner au niveau droite-gauche, de la latéralité, au niveau... voilà, donc ça engendre plein de difficultés qui sont des fois... tout le monde peut avoir là encore, ça dépend du degré de difficulté. Moi, c'est pas une systématisation de rééduquer les réflexes, c'est pas le but. C'est vraiment s'il y a un blocage. Ok. Très bien. Oui, parce que effectivement, cette vie que les enfants ont aujourd'hui à être plus sédentaires, à moins... C'est vrai que nous, on était tout le temps dehors en train de grimper aux arbres, t'as raison, de toucher la terre, etc. Ça empêche le corps de se mécaniser, quelque part.
Tout à fait, et il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont précoces dans leur tête, le cerveau va très très vite, ils ont les pensées très claires, voilà, ils accèdent très vite au langage, et par contre, parfois pour ces enfants-là, c'est plus difficile de canaliser l'émotionnel ou de canaliser le corps, et ils se découragent vite parce qu'en fait, leur capacité physique corporelle, notamment au niveau de l'écriture, elles vont pas aller aussi vite que les pensées. Et donc ce décalage où alors ils attendent d'être aussi performants sur le plan corporel que ce qu'ils sont sur le plan intellectuel, et du coup comme ils n'y arrivent pas, ils sont découragés et voilà, et ça devient fastidieux pour eux. Bah oui, puis il y a une dissonance là, parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui met en avant tellement l'intellect, le cerveau, mais sans le corps. Tout à fait. Et dans cette pratique, ce que j'apprécie aussi et ce que j'ai pu observer dans les classes, c'est que de plus en plus, les enfants reproduisent des modèles sans forcément mettre de sens sur ce qu'ils font. Or, au cabinet, c'est vrai qu'on remet du sens, toujours le mot, je vous dis, on parle de l'oral, et déjà on remet le sens dans le mot, s'assurer que l'enfant il sait de quoi on parle, ensuite on va accéder à l'écrit, et puis et ensuite l'enfant il va pouvoir vraiment... il se souviendra du mot, par exemple, de comment il l'écrit, parce qu'il y a le sens, il y a le geste graphique, et il y a le décodage en fait. Bah là, il y a un vrai apprentissage dans ces conditions-là, sinon c'est purement du bourrage de crâne. Tout à fait. Bon. Il y a beaucoup aussi d'enfants, les difficultés arrivent un peu plus tardivement dans la scolarité parce qu'ils arrivent à compenser, ils ont une très bonne mémoire, donc ils vont retenir, mais vraiment comme s'ils apprenaient par cœur l'écriture de tous les mots, en mettant chaque lettre les unes après les autres, et du coup c'est un investissement énorme au niveau cognitif, et puis du coup dans la scolarité rapidement à la fin du primaire ils peuvent plus, ils ont trop de choses à retenir, et quand ils ont fonctionné pendant autant d'années sur le domaine de la mémoire, et du coup il y a tout un réapprentissage à faire pour réfléchir et utiliser des méthodes et pour alléger tout ça. Bah oui, parce que comme tu dis, c'est la construction et la structure même du cerveau là qui est des connexions qui se sont faites, qu'il va falloir dire non, on va réagencer tout ça. Oui, ça doit être assez fastidieux et ouais. Il faut que l'enfant comprenne qu'en fait la méthode qu'il a utilisée jusqu'à présent pour réussir, elle arrive à sa limite et qu'il est obligé de prendre une autre méthode pour pouvoir... Ce qui me vient là, et que tu as dit qui me semble essentiel, c'est cette notion de sens, puisque ce qui crée des souffrances et du mal-être, c'est la perte de sens. Et là, de pouvoir leur permettre un réapprentissage avec du sens, mais quelque part, j'imagine que même à l'intérieur du cerveau et du réaménagement cellulaire, ça doit être plus percutant, ça doit peut-être se faire de façon plus saine et plus solide et pérenne, parce que c'est compris à la fois par l'esprit, mais aussi par le corps. Tout à fait, et notamment par rapport à la lecture, ce qui déroute certains enfants, c'est cette notion de sens. Quand on part de l'écrit, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a qu'une seule façon d'écrire le mot. Par contre, quand on cherche à décoder et à lire, le son en, EN, si on vous dit ça fait le son en, certes dans certains mots, mais si je vous dis agenda, ça fait pas le son en, ça fait un. Et donc l'enfant, sur plein de mots comme ça, comme c'est pas cohérent, il dit pourquoi on me dit un coup c'est le son en, puis dans ce mot-là c'est pas le son en, et donc il comprend pas. Et il trouve pas de sens justement, et du coup comme il trouve pas de sens ça s'intègre pas. Ça s'intègre pas, et il fait pas confiance à ce qu'on peut lui retourner. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Et dis-moi, tu interviens uniquement sur les enfants ou également sur les adultes ? Non, la méthode, elle est la même pour tout le monde. Donc, un adulte qui, pareil, a des difficultés au niveau d'orthographe peut tout à fait venir au cabinet et ce sera la même méthode, effectivement. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est très complémentaire à l'orthophonie. Alors,
l'orthophonie a un champ plus vaste que nous au cabinet, parce que nous, on n'aborde que les difficultés par rapport à l'écrit, Oui. et on va pas pouvoir justement aider les enfants qui ont soit des problèmes pour entendre les sons ou pour les D'accord. prononcer. Ça, du coup, ça, je suis pas... Au cabinet, on peut pas travailler par rapport à ça. Mais c'est complémentaire C'est malgré complémentaire parce qu'effectivement, dans les outils, nous, on va avoir... Alors, c'est complémentaire justement parce que l'entraînement peut se faire tous les jours à la maison. Donc, il y a vraiment une activation. En fait, au cabinet, je vais présenter aux parents et aux enfants, les former pour qu'ils utilisent les outils. Et ensuite, ils vont faire les devoirs. Alors, pour les enfants petits, notamment jusqu'au collège, ils peuvent utiliser le travail demandé à la maison en le faisant avec les outils. Voilà. Et comme ça, ça ne demande pas de travail supplémentaire et il y a une complémentarité entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison avec la méthode. Après, pour les plus grands, effectivement, à partir du lycée, ça demande un investissement supplémentaire puisque du coup, il faut vraiment repartir des bases, à réapprendre l'orthographe des mots quand c'est de l'orthographe. Ou voilà. Donc, c'est un entraînement faudra prendre un temps spécifique Bah oui. pour le faire. Oui, bah comme on disait, plus tôt c'est pris, plus c'est malléable et plus c'est accessible. Très bien. Comment est-ce que tu détectes les besoins d'une personne en orthographothérapie? Tu peux prendre l'exemple de quand je suis venue te voir, pas. tu m'as vu m'installer à ton bureau, au petit bureau là. C'est ça. Alors déjà, moi, avant de recevoir les enfants ou qui que ce soit, j'aime bien avoir un contact téléphonique pour que la personne, elle m'explique les difficultés qui sont rencontrées dans le quotidien. Et ensuite, on se met d'accord sur une priorité parce qu'on ne peut pas tout travailler en même temps. Donc, on essaye de voir ce qui est le plus important. Et quand l'enfant vient avec son parent au cabinet, toujours je demande à l'enfant en quoi je peux l'aider. Donc je lui explique, tu vois, je peux aider les enfants ou les adultes, je peux t'aider pour l'écriture, pour la lecture, pour l'orthographe, pour les dictées. En principe, la demande de l'enfant correspond à la demande du parent, donc on part en principe pour que l'enfant il soit vraiment motivé sur sa demande à lui. Après, si par exemple l'enfant il vient sur des problématiques de lecture et que au cabinet je m'aperçois que la tenue du crayon elle n'est pas correcte ou ça risque de poser problème, à ce moment-là, quand on a un peu démarré, je peux proposer une aide complémentaire en essayant de creuser un petit peu, lui demander s'il a des difficultés pour écrire rapidement, dans la copie, pour tenir son crayon, s'il a mal. Et à ce moment-là, voilà, je peux orienter aussi sur une aide complémentaire. Ok, très bien. Mais c'est vrai qu'au cabinet, quand je fais pas de bilan, en fait, moi quand je vois l'enfant s'installer pour écrire, tout de suite je sais s'il y a besoin ou pas de corriger la posture. Ça se voit très rapidement et en fait on part tout de suite sur l'apprentissage pour pas perdre de temps en fin de compte. Ok. Et dis-moi, quel changement est-ce que tu observes généralement chez tes petits clients après un accompagnement? Alors déjà, la fierté, la confiance, ils sont fiers et en même temps heureux, c'est une vraie transformation parce que l'écriture, c'est aussi le regard qu'on pose sur la personne et souvent, c'est des enfants qui sont en difficulté scolaire et quand ils voient que le regard des autres enfants de la classe change, le regard de l'enseignant change, il fait des progrès et des efforts, mais on le voit. Ouais, ça, voilà. Il y a un résultat. Tout à fait. Quand ils reviennent en disant regarde, j'ai eu 10 sur 10 à ma dictée, voilà, alors qu'avant il se cantonnait à 0 avec plein d'efforts et là il arrive à mémoriser les mots, il a pris le temps de les apprendre, mais au moins ça reste et il peut les restituer après en classe. Waouh, c'est super. Ouais. J'imagine tellement l'enfant qui avait l'habitude d'entendre c'est quoi cette écriture de cochon qui s'agace à pleurer comme tu dis le soir, à faire ses devoirs parce qu'il sait que peu importe ses efforts, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, et puis là, de s'être réapproprié des outils, et aussi ce que j'aime de dire qu'il apprend quelque chose en même temps que ses parents, je trouve ça vachement chouette. Tout à fait, et en même temps, c'est vraiment du co-apprentissage parce que parfois c'est plus difficile pour le parent parce que nous, en tant que lecteurs, on est très conditionnés par l'orthographe et on se base plus sur l'oral alors que les enfants, ils ont le repère de l'oral et parfois les enfants sont plus percutants et arrivent plus vite à intégrer l'outil que le parent et du coup le parent est garant de l'orthographe correcte après donc
Mais c'est vrai que quand ils se rendent compte qu'ils arrivent plus rapidement à utiliser l'outil que les parents, ils sont fiers. Bah c'est ça. Et c'est vrai qu'en graphologie, en fait, du coup, c'est la rééducation du geste, mine de rien, en 4-5 séances, on a revu l'ensemble des lettres. Donc au bout de 4-5 séances, l'enfant, il sait comment lier les lettres, écrire sans lever le crayon, et très vite les progrès sont visibles. Donc c'est génial, ça veut dire que ça se compte pas en années, c'est en quelques séances que, en quelques séances. Que ce qui était vraiment devenu une difficulté à un mal-être peut déjà être carrément apaisé. Donc après, en 4-5 séances, la rapidité du geste, elle doit être travaillée, mais en tout cas, la formation des lettres, elle est acquise. Super. Est-ce que tu as un exemple marquant d'une évolution ou d'une transformation grâce à cet accompagnement? Alors moi, pas personnellement, parce que au cabinet, j'ai pas encore des suivis qui ont été menés à terme, mais dans les collègues qui exercent comme moi, parce que Capellosis, c'est une méthode qui est travaillée sur le plan, il y a des professionnels, des praticiens sur le plan national, et oui, il y a vraiment des belles réussites et des beaux progrès avec des enfants qui retrouvent le goût d'aller apprendre, à lire, à écrire, à aller à l'école, et qui retrouvent vraiment... qui changent de vie en fait. Bah tu m'étonnes que ça doit leur changer la vie parce que l'école on y est pour un petit moment hein. Oui. Donc plus c'est agréable et confortable et mieux ça se passe. Oui, et c'est en même temps, je dirais que c'est une victoire et pour l'enfant et pour le parent. Et ça aussi, ça apaise beaucoup les relations justement à la maison parce que l'enfant il peut être... voilà, les efforts c'est plus des efforts pour rien. Ouais. Et ça t'est arrivé qu'il y ait des parents qui jouent pas le jeu? Parfois, oui. Ça peut arriver. Mais en fait, si je sens que... C'est pour ça que j'ai besoin aussi de l'engagement du parent avant de prendre l'enfant en séance, parce que c'est vrai que c'est l'enfant, quand il est petit... il faut l'inciter à s'y mettre, l'encourager, etc. Et si les parents sont partie prenante, ça c'est sûr que c'est gagnant. Mais par contre, si les parents à un moment donné lâchent, c'est un vrai investissement, c'est vrai pour les parents. C'est arrivé toi, déjà? Moi personnellement, pas, mais j'ai des collègues, oui, mais en fait les parents, quand ils voient vraiment, parce que moi je le vois très vite s'il y a eu un travail ou pas entre deux séances, et enfin ça se voit quand on est au cabinet, et quand on le renvoie aux parents, au bout d'une ou deux séances, d'emblée, spontanément ils arrêtent le suivi. S'ils veulent pas, parce qu'ils trouvent que c'est trop, pour des raisons, hein, ça peut se comprendre. Oui, bien sûr, avec ça fait les une surcharge. C'est ça, faut vraiment... en séance, si c'est pas le parent qui s'occupe de l'enfant pour faire les devoirs, c'est pas grave, on peut aussi, nous, faire les séances avec la personne qui fait travailler l'enfant. Donc, moi je dis, globalement, c'est le parent, mais si le parent, pour des raisons professionnelles, ne peut pas être là au moment où l'enfant fait les devoirs, ça peut être le grand frère qui est plus âgé, la babysitter s'il y en a une, la mamie si c'est elle qui s'occupe des enfants pour faire les devoirs, on peut déléguer. Ok, voilà. Super ça. Et comment est-ce que tu disais que tu vérifies en amont l'engagement en fait des parents ou de la personne qui sera l'accompagnant de l'enfant? J'explique le contrat. La méthode, elle marche si on pratique tous les jours et en tout cas que ce soit qu'il y ait un adulte, un accompagnant qui pratique avec l'enfant. Ok. Ah bah oui, c'est un entraînement. Tout à fait. Moi, désolée pour le petit bip bip. Et dis-moi, tu accompagnes quel type d'enfants? Est-ce qu'il y en a qui ont été diagnostiqués? 10, TDAH, tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les troubles de comportement ou autres? Alors, certains, oui, peuvent avoir été diagnostiqués et soit ont déjà un suivi en ergothérapie, mais ne sont pas forcément satisfaits de l'évolution, trouvent que ça stagne. D'autres ont aussi un suivi en orthophonie et viennent pour quelque chose en complémentarité d'un travail en orthophonie. D'autres enfants ont des difficultés mais n'ont pas encore eu de bilan, donc... Après, peu importe, on n'a pas forcément besoin d'un diagnostic pour travailler, étant donné qu'on part de là où est l'enfant et que, en fait, on réapprend les bases. Au cabinet, on va réapprendre les bases. Ok.
D'accord. En grammaire-conjugaison, par exemple, on va pas, il n'y a pas de façon de se tromper, puisque je vais jamais dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste ou c'est pas juste. Je vais amener l'enfant à se corriger si jamais il y a eu une erreur. Et un peu le principe de reprendre sur la grammaire et la conjugaison, c'est de reprendre les concepts. Quand l'enfant a appris à parler, il a élaboré, lui, plein de concepts à l'oral, le concept d'une maison, le concept de la table, le concept de la chaise. Et en fait, en grammaire, on va faire de la même façon, par une approche de questionnement. Je vais amener l'enfant à élaborer lui-même le concept de qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'un verbe. Il va se réapproprier le concept. Tout à fait. Et donc, quand il va avoir un mot dans la phrase, il saura d'emblée que c'est un déterminant ou que c'est un adjectif. Donc, ça va lui faciliter les choses après pour savoir comment est-ce qu'on accorde. Et puis, quand on lit les textes de nos petits jeunes aujourd'hui, combien de fois, par exemple, je prends un exemple encore une fois qui m'est familier, mais je lis des rédactions de mes enfants avec des fautes d'orthographe, ça change le sens de la phrase et on comprend plus ce qu'ils veulent dire. Tout à fait. Et quand un ado écrit phonétiquement, nous adultes, quand on a besoin de décoder, on est obligé de repasser par l'oral pour comprendre le sens. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est tous quand même très occupés et on a l'impression des fois de devoir refaire un peu l'école à la maison parce qu'on se dit c'est pas possible, qu'est-ce que t'as appris, c'est tellement laborieux, mais du coup je comprends mieux. Maintenant que je t'ai rencontré et que tu m'as expliqué ton univers. Et je t'en remercie. Et j'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille de sourd. Depuis quand ça existe, l'orthographothérapie? Qui est-ce qui a eu l'idée de ça, de cette méthode? Alors, en fait, les outils qu'on utilise sont pas récents. C'est Jacques Delacour qui a fait ce grand tableau de sons que j'utilise avec toutes les graphies. C'est inspiré aussi de la grammaire en couleur, donc il y a différents précurseurs. Après, notre formatrice, en fait, a un peu rassemblé dans une méthode tous ces petits outils pour les mettre parce que c'était des personnes qui étaient indépendantes les unes des autres. Donc en fait, elle a fait un petit package qu'on puisse, avec des outils qui sont pertinents. Et ce qui est sécurisant pour les enfants et les apprenants, c'est que c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose. Il y a comme des protocoles pour chaque petite problématique d'orthographe ou de grammaire, etc. Et en fait, à chaque fois, on se repose les questions qui permettent de réfléchir et donc de trouver les bonnes réponses jusqu'à ce que ça s'automatise. Voilà. Ah, la règle du questionnement tout à fait. Qui permet de mettre en émergence et en prise de conscience certaines problématiques. Ouais. Super. Et les orthographo-thérapeutes, on en compte combien là en France à l'échelle nationale? Alors, il y a à peu près une quarantaine de personnes formées. Un peu plus, peut-être, je sais plus exactement. Ça émerge tout juste en fait. Ça émerge tout juste, voilà. Et après, tous les praticiens ne sont pas à temps complet dans les cabinets, mais voilà, ça commence. Ça commence. Ok, donc je suis contente de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui, c'est cool parce que je pense que c'est formidable. L'objectif, c'est un peu d'avoir des praticiens qui soient vraiment répartis de façon homogène sur le territoire. Donc là, cette année, il y a à peu près 70 personnes en formation. Et on privilégie pour accéder à la formation les territoires où il n'y a encore pas de praticiens. Ok. Voilà. Ok. Bon, il n'y a pas besoin de prescripteur en plus pour venir te voir. Voilà. Non, il suffit de constater les difficultés de son enfant et puis... ou son mal-être, comme tu disais, s'il y a quoi que ce soit en termes de comportement, de mal-être, ça peut être un signe qu'il y a une difficulté à l'apprentissage parce qu'il y a justement cette perte de sens et de compréhension. Tout à fait, parce que notamment en lecture, les enfants peuvent décoder et en fait ne rien comprendre à ce qu'ils lisent. Oui, je te confirme. Et donc on a l'impression qu'ils savent lire, mais la lecture, c'est mettre du sens sur ce qu'on lit. Et on se rend compte qu'effectivement, même si l'enfant décode, c'est pas pour autant qu'il est lecteur. Voilà. C'est ça. Et quel projet est-ce que tu envisages pour développer ou faire connaître davantage cette discipline ?
J'en parle beaucoup autour de moi, j'essaye d'informer les professionnels, que ce soit les psychothérapeutes, les psychopatriciens, les psychologues, les médecins, parce que effectivement, je trouve important d'envisager une aide pédagogique. Là, nous au cabinet, on n'aborde pas un problème médical en fait, on va vraiment aborder des méthodes de travail qui vont aider les parents et les enfants pour vraiment pratiquer. Et ça n'empêche pas, au contraire, c'est complémentaire d'une aide médicale quand il y en a besoin. Donc voilà, puis beaucoup sur le bouche à oreille, c'est les enfants quand ils ont fait l'expérience qui peuvent en parler, ou des fois à l'école on dit ah mais comment tu fais maintenant, tu y arrives. Bah, c'est génial parce Voilà. qu'en fait c'est quand même mieux que d'être sous cacheton qui va juste couvrir le symptôme mais pas résoudre la cause. Toi t'es là pour on réassainit les bases, elles sont saines et on traite la cause. Tout à fait, et puis les enfants sont en capacité de dire, d'expliquer pourquoi. J'ai une ado que je suivais aussi, ça m'a fait sourire, elle me disait bah, j'ai aidé ma copine, elle comprenait rien, et après je lui ai expliqué, elle a tout compris. Mais c'est super, non mais c'est vrai que c'est pratico-pratique et ça marche. Tout à fait. Ok. Et alors tu pratiques où toi? Alors moi j'exerce à l'espace Rabelais, à Poitiers. À Poitiers, oui. Voilà, 130 route de Noyer. Et le cabinet est ouvert tous les jours. Ok, très bien. Et pour ceux qui ne seraient pas de Poitiers, comment est-ce que, ou où est-ce qu'ils peuvent trouver quelqu'un comme toi? Alors sur le site Capelodis, tous les praticiens sont référencés, donc il faut cliquer sur les rendez-vous et du coup vous avez les praticiens sur les territoires qui sont référencés par département. Ah bah super, voilà. C'est tout facile. Tout à fait. Est-ce que cette méthode, je pose la question quand même, est-ce qu'elle peut se faire aussi en visio? En visio, ça va être compliqué parce que du coup, on n'a pas l'interaction. Et de toute façon, en cabinet, ce qui est bien, c'est que les outils sont vraiment à grande échelle. Donc il y a tout ce travail corporel qui se fait aussi en même temps quand on regarde ce grand tableau et qui ne peut pas se faire à la maison. Et en visio, de toute façon, c'est difficile de transmettre les outils concrètement, physiquement. Bah oui. Voilà. Très bien. Bah écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui détecteraient ou qui hésiteraient encore à opter pour l'orthographothérapie pour leurs enfants? Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, c'est une méthode qui peut paraître un peu bizarre parce qu'elle part que de l'oral, mais voilà, je sais que c'est une méthode qui fonctionne parce que j'ai vu les résultats et que certes elle est complètement différente de ce qu'on peut proposer dans l'éducation nationale, mais justement quand les enfants n'arrivent pas à s'adapter aux méthodes proposées dans l'éducation nationale, des fois c'est bien de leur proposer autre chose et qui va les mettre en confiance et pas forcément et qui peut être aussi complémentaire parce que tout ce qui vont les déblocages qui vont s'instaurer par rapport à l'écrit, par rapport à la lecture et tout ça, ça va leur permettre de mieux s'investir après dans le cadre de l'école. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose de vraiment libératoire. Et puis, on l'a pas évoqué, mais il est vrai qu'en fonction de nos canaux de réception de l'information, en fonction du VACOG, on n'apprend pas de la même façon. Et avec cette méthode, tu utilises tous les sens. Tout à fait. C'est très complémentaire, il y a du tactile, il y a du visuel, de l'auditif, du cognitif. Et on est vraiment, comme je disais, sur un apprentissage global, donc intégré. Voilà, et là on a enfin un apprentissage qui certes est individuel, mais qui correspond à tous. Alors qu'à l'école, effectivement, si t'es visuel et que t'es pas devant au tableau et que ton professeur ne te fait pas des schémas, tu vas galérer à retenir ton cours. Si t'es kinesthésique et que tu pratiques pas, tu vas avoir du mal à intégrer et à comprendre. Là au moins, voilà, ça touche vraiment tous les canaux de perception. Tout à fait. Alors les outils vont être les mêmes, comme je disais, quel que soit l'âge, quels que soient les individus. Par contre, la façon dont je vais mener la séance va être vraiment adaptée à la personne qui vient. Voilà. Et comme c'est la personne qui construit ses concepts, évidemment, il n'y a pas une personne qui construit les concepts de la même façon. Tout à fait. Donc c'est moi qui vais m'adapter à la personne pour qu'au final, elle arrive à construire les concepts. Et c'est là qu'on touche vraiment à la confiance en soi. On est unique et on a aussi notre mode d'apprentissage. Alors on parle de la confiance de l'enfant, mais il y a aussi la confiance du parent, parce que c'est vrai que quand le parent il sent qu'il est en capacité et il a une méthode pour aider l'enfant à faire les devoirs, du coup il reprend aussi confiance
dans son rôle d'éducateur et dans son rôle d'accompagnant par rapport à ses enfants. C'est sûr, et ça doit créer de la complicité, du lien dans la famille, du relationnel, enfin c'est vraiment... On n'a pas évoqué la durée des suivis, mais c'est vrai que étant donné qu'au cabinet, c'est une explication des outils qu'on utilise, l'entraînement il se fait à la maison, donc le suivi en quelque sorte est relativement court. Donc du coup, en termes d'investissement temps, en termes de rendez-vous, c'est pas énorme. Ok, voilà, ça nécessite pas un gros chamboulement de l'agenda, une grosse organisation. C'est pas des rendez-vous toutes les semaines. Pour la rééducation du geste de l'écriture, c'est tous les 15 jours. Et après, pour le reste, ça peut être en fonction de l'emploi du temps des parents. C'est pas obligé. Ça peut être 2 jours de suite si ça arrange, ou ça peut être toutes les semaines si ça arrange dans un premier temps, ou une fois toutes les 8. Voilà. T'es souple, quoi. C'est assez souple, voilà. Et les séances, elles durent combien de temps ? Une séance dure 1 heure. Oui, donc c'est pareil, c'est pas non plus... Voilà. C'est pas 2 heures, quoi. Ok, bah super, je pense qu'on a fait le tour. Si j'oublie quelque chose qui te semble essentiel de partager là maintenant, je sais que tu as d'autres casquettes. Tu me disais que tu avais des petits plus, tu as des notions de brain gym. Voilà, donc en fonction de ce que je sens comme besoin, effectivement, je peux proposer un petit peu d'outils de brain gym ou de sophrologie, mais c'est assez ponctuel. En principe, avec les réflexes archaïques, on arrive quand même à bien débloquer les situations. Oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu as quand même beaucoup de cordes à ton arc, tu es polyvalente et puis dans une approche vraiment globale, c'est-à-dire que s'il y a besoin de respirer, de rétablir du calme et de la sécurité, tu sais le faire. Réussir à faire en sorte que l'enfant soit bien dans son corps pour bien intégrer tout ce que vous êtes en train de partager, tu as le brain gym. Tout à fait, oui. Donc c'est top en fait. Bon, je vous invite à tenter l'expérience parce que c'est bénéfique pour tout le monde, les enfants comme les parents. Et je te remercie infiniment parce que tu es vraiment passionnée. Et engagée aussi. Je sais que tu mènes plein de choses, tu vas au bout, tu es très ouverte, tu es dans le partage, donc c'est très agréable de pouvoir partager ces expériences avec toi. Merci à toi Elodie, parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chemin intérieur. J'espère qu'il vous a offert des pistes de réflexion ou des clés pour avancer sur votre propre chemin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ces petits gestes m'aident énormément à faire connaître le podcast et à continuer à partager avec vous. Et si vous avez des questions, des idées de sujets ou simplement envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations pour me rejoindre dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage sur nos chemins intérieurs.